Et qu'est-ce que l'Occident devrait comprendre de l'Asie? On parle souvent du 21e siècle comme étant dominé par l'Asie, là, vous semblez aborder dans ce sens. Qu'est-ce que l'Occident devrait comprendre de l'Asie pour comprendre le siècle, en fait? Ben, je pense que la première leçon que l'Occident devrait comprendre, c'est que les politiques keynésiennes qui ont été menées plus particulièrement en Europe depuis je vais dire, les 20 dernières années ou les 30 dernières années, ne sont pas la solution au problème. La solution au problème, c'est de créer un environnement politique favorable euh, pour pouvoir donner accès à des matières premières bon marché et à créer un environnement économique et politique qui favorise l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on a vu en Asie. Je sais que la Chine est souvent décriée par les médias occidentaux, mais je veux dire, le gouvernement chinois, depuis les 30 dernières années, plus particulièrement les 20 dernières années, a créé un environnement qui a favorisé l'émergence de leaders, je veux dire, nationaux, régionaux et maintenant mondiaux. Je veux dire, il est quasi indéniable que BYD produit des voitures qui sont de bien meilleure qualité et bien meilleur marché que Tesla ou que d'autres voitures électriques qui sont produites en Europe. Huawei avait probablement un bien meilleur produit que Apple il y a 10 ans avant qu'il soit mis de côté par les sanctions américaines. Et en fait, Huawei et les téléphones chinois sont très populaires en Asie, contrairement à ce que les Occidentaux peuvent penser. Et je peux citer d'autres exemples. Je veux dire, les Occidentaux pensent toujours que la Chine et l'Asie produisent des t-shirts et des chaussettes. La réalité, c'est que l'Asie produit des trains à grande vitesse, des excavateurs et des robots. Et que donc la leçon des Occidentaux, c'est d'arrêter de dénigrer l'Asie, c'est de retrousser ses manches. Rien ne vient avec la facilité. Ici en Asie, les gens travaillent dur, les gens travaillent 12 heures par jour. La plupart des gens travaillent 6 jours par semaine. Je veux dire, le week-end, c'est un jour, c'est pas 2 jours. Donc, quand les Français parlent de 35 heures, de la semaine des 4 jours, je pense pas que c'est la solution pour un développement économique soutenable. Et je vais peut-être paraître pour un libéral, comme on dirait dans les pays occidentaux, mais je veux dire, en Asie, les personnes qui ont réussi payent leur fair share en termes de taxes, mais aussi contribuent à la croissance domestique de leur propre pays et aussi se sont beaucoup investis dans tout ce qui est charité. Et donc, je pense plutôt que de se focaliser sur d'augmenter les impôts et de je vais dire, de pénaliser les gens qui ont réussi. En fait, ce que l'Europe et le monde occidental en général devrait apprendre, c'est qu'il faut créer un environnement qui est favorable au business, qui est favorable à l'innovation et qui aussi est favorable. Et ça passe par un environnement où la taxation est réduite. Si je prends l'exemple de Hong Kong, c'est un système de taxation assez simple. C'est 17%. Donc, la fiche Impôt d'impôt personnel ou corporatif? euh, universelle et personnelle et corporative. Donc, la fiche d'impôt tient sur une carte postale. C'est combien vous avez gagné. Vous prenez 17%, vous payez 17% à l'État et c'est fini. Et c'est merci beaucoup. Et donc, ça évite aussi de compliquer les choses et de créer de la bureaucratie qui en fait est un frein au développement économique. Donc
une autre leçon de l'Asie, c'est que beaucoup de pays asiatiques ont simplifié leur bureaucratie. Je veux dire, il y a encore de la bureaucratie en Asie, mais c'est beaucoup plus simple qu'il y a 20 ans, 30 ans. Et la tendance en Asie, c'est la libéralisation et c'est la simplification de la bureaucratie, plutôt que, alors que quand ce qu'on voit en Europe, c'est l'opposé, c'est toujours plus de restrictions, toujours plus de règles qui font que ça devient de plus en plus difficile de créer quelque chose. Et que, en fait, j'en reviens un peu au problème des États-Unis aujourd'hui, c'est que tout le monde rêve d'être un avocat parce que, vu que c'est tellement compliqué de faire sa fiche d'impôt aux États-Unis, vous gagnez probablement plus d'argent à être un avocat et à aider vos clients à évader l'impôt que devenir un ingénieur et à créer une automobile ou un robot. Tout à fait. À part la Chine, on a parlé beaucoup de la Chine, mais à part la Chine, en Asie, est-ce que des pays ou un groupe de pays peut-être, là, sur lesquels on devrait garder un œil en termes de croissance économique dans les prochaines années, en termes d'occasions ou d'opportunités d'investissement ou d'implications commerciales, là? Ouais, je crois que l'Inde, Ouais. c'est encore un marché très difficile à pénétrer pour beaucoup d'investisseurs, puisque je veux dire, il y a pas mal de restrictions en termes d'accès au marché euh, actions indien, mais c'est un marché qui probablement a un grand avenir. Je veux dire, par exemple, en fait, le gouvernement indien a créé un système qui est assez similaire au 401k américain, ce qui veut dire que tous les travailleurs indiens, en fait, chaque mois, investissent une partie de leur salaire dans un fonds de pension privé qui doit investir dans des actions indiennes. Donc, je veux dire, c'est très bon pour le marché action indien. C'est ce qui explique que si vous regardez le marché action indien, il n'y a jamais beaucoup de downtrend parce qu'en fait, tous les mois, il y a des acheteurs récurrents qui sont en fait les travailleurs indiens qui investissent une partie de leur salaire pour leur pension future. C'est un système de pension privé, donc c'est pas du tout géré par l'État. Ce sont des sociétés d'asset management indiennes qui investissent et ils sont obligés en fait de par la loi indienne d'investir en actions indiennes. Donc si vous pensez que le développement démographique de l'Inde, pardon, va continuer, vous pouvez imaginer que ça va être très profitable pour le marché des actions indiennes sur le long terme. Je veux dire, une autre région qui est beaucoup plus difficile à pénétrer, c'est l'Asie du Sud-Est, donc ce qu'on appelle l'ASEAN. Ce sont des marchés très, je veux dire, très diversifiés. Ce sont des marchés qui, en termes de valorisation aujourd'hui, se traitent à des ratios de valorisation euh, de moitié du marché américain. Bien Ouais. entendu, les marchés ASEAN n'ont pas les valeurs technologiques américaines. Ce sont des marchés qui sont encore essentiellement investis dans des valeurs traditionnelles. Mais on peut penser que si l'économie est florissante dans ces pays, ça sera des secteurs économiques qui vont bénéficier de cette situation économique. Et puis, je veux dire, si vous êtes beaucoup plus aventurier, et je ne donne pas ici de recommandations d'investissement, mais bien sûr, le Vietnam est probablement une très belle opportunité à très long terme, aussi avec une démographie très favorable. Et si on descend un peu hors de la zone ASEAN, il y a un marché sur lequel j'ai commencé à faire quelques recherches, mais qui est sûrement pas pour tout le monde, c'est l'Ouzbékistan. Et Ah. l'Ouzbékistan, en fait, c'est un pays qui se trouve à la frontière entre euh, le bloc Russie, Chine, Inde et l'Europe de l'Est et ultérieurement le reste du continent européen. C'est un pays qui est très riche en matières premières. C'est un pays qui essaye en fait depuis quelques années de développer le tourisme. Donc c'est un pays qui a des promesses assez intéressantes en termes d'investissement, mais c'est clairement pas pour tous les investisseurs.
parce que c'est très difficile d'accéder au marché boursier d'Ouzbékistan aujourd'hui. Il y a pas d'ETF, il y a que quelques fonds spécialisés qui sont en fait qui sont sous la forme de hedge funds. Donc, ce sont des fonds fermés qui requièrent un investissement minimum. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui a l'appétit du risque et qui a les moyens, euh, il y aura probablement plus de return sur l'Ouzbékistan que sur le Bitcoin, par exemple. Ah oui.